Hello, hello. Aujourd'hui, on va parler de la surveillance génomique. C'est un cours introductif pour te faire comprendre l'importance de la surveillance génomique si tu ne connais pas encore ce que c'est. Et ensuite, te donner les orientations possibles à la fin de ce cours. Tu seras capable de visualiser à peu près ce que la surveillance génomique pourrait t'apporter dans ta carrière. Et donc, pourquoi ce pourrait être designé? Effectivement, comme je disais, l'importance de la génomique en santé publique, comprendre l'utilisation de la génomique en santé ou même dans d'autres aires de recherche, d'autres aires de développement technologique, et enfin, les différentes orientations ou utilisations de la génomique. Qu'est-ce que tu pourras faire à la fin de ce cours, qui est un cours introductif, bien sûr? Tu seras capable de définir la surveillance génomique, ce qui est très important, parce que au moins, quand tu définis, tu sais ce que c'est et tu sais mieux argumenter, tu sais comment trouver des informations pour complémenter tes connaissances. Et ensuite, tu pourras comprendre l'importance de la surveillance génomique en santé publique. Et bien sûr, enfin, tu pourras identifier un choix de carrière si tu n'en as pas ou si tu prévois faire de la bioinformatique. Ça pourrait t'ouvrir des portes, te donner des idées de réflexion. Le contenu du cours est très simple. On a une brève introduction. On va entrer directement de la discussion avec la surveillance génomique et ressortir avec l'importance de la génomique et donner quelques limites de la surveillance génomique. Et alors, qu'est-ce que c'est que la génomique? Étymologiquement, génomique vient du mot génome, et donc c'est la science ou la branche de la génétique qui étudie les génomes. Très simple, très facile, branche de la génétique qui étudie les génomes. Si tu comprends ça, tu comprendras la suite du cours. Et donc, qu'est-ce que c'est le génome? Là, on a souvent beaucoup de problèmes parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à différencier le génome des gènes. Alors, le génome, c'est l'ensemble du matériel génétique ou alors l'ensemble du patrimoine génétique d'un organisme. Et dans ce cas-là, on a donc l'ADN qui contient les instructions génétiques nécessaires au développement, au fonctionnement et à la reproduction de l'organisme et les gènes qui sont des segments de l'ADN qui codent pour des protéines ou des ARN fonctionnels et donc qui sont les unités de base de l'hérédité. À la suite de ça, on a aussi des séquences non codantes, c'est-à-dire qu'on a l'ADN qui code pour l'hérédité. On a aussi des séquences non codantes qui, elles, ne codent rien du tout, mais qui jouent un rôle important dans la régulation des gènes, dans la structure chromosomique et d'autres fonctions cellulaires, parce qu'on a vu que ces séquences non codantes avaient une influence sur la résistance d'un individu ou un autre face à vis-à-vis des changements climatiques ou vis-à-vis de l'environnement. Donc, ce sont ces informations qui sont contenues dans le génome et donc qui sont étudiées lorsqu'on parle de génomique. Et donc, la molécule de vie, qui est l'ADN, a été identifiée pour la première fois dans les années 1860 par Frédéric Michel, mais la représentation structurale de l'ADN a été confirmée par Watson et Crick. Et cette structure secondaire, qui leur a valu un prix Nobel plus tard, est toujours d'actualité aujourd'hui. Et après, Abercrombie, en 1910, a décrit pour la première fois le nom chimique des acides ribonucléiques contenus dans les bases d'ADN et d'ARN qui sont l'adénine, la cytosine, la guanine, la thymine et l'uracile. Et la surveillance génomique en elle-même a commencé déjà en 1965 en travaillant sur des petits fragments d'ARN de transfert de levure, puis des phages, et puis des mycoplasmes, des influenza, des hémophiles influenzae. Mais c'est véritablement autour des années 2000 avec le projet Human Genome Project que la surveillance génomique a réellement commencé parce qu'en autour des années 2000, le Human Genome Project visait à séquencer l'ADN du génome humain en intégralité. Donc, ils avaient pris plusieurs humains, une vingtaine ou une dizaine, pour séquencer tout le génome humain. Et ça leur a pris des années. Pourquoi? Parce qu'ils utilisaient une technologie qu'on appelait la technologie de séquençage de Sanger. Et ça a pris beaucoup de temps pour le faire, plus de 10, 15 ans même. Et avec le temps, on a remarqué l'importance de la génomique parce que, enfin, après avoir séquencé ce génome humain, on a réalisé toutes les potentialités qui se cachaient dans le génome et tout ce qu'on pourrait faire avec pour pouvoir comprendre, pour pouvoir améliorer la prise en charge des gens, pour pouvoir développer de nouveaux produits, de nouvelles solutions pour la race humaine. Et donc,
Après, à partir de 2015, le séquençage du génome a été vulgarisé au grand public et beaucoup de structures industrielles ont fabriqué des machines qui peuvent séquencer les génomes humains et bactériens virales qui sont de plus en plus répandus et on séquence donc des plantes, on séquence les bactéries dans des plantes dans les hommes, de la terre, des roches, des produits biologiques, tout ce qu'on veut, tout est possible d'être séquencé pour pouvoir comprendre les différences les structurelles et fonctionnelles des produits. Et donc, à la suite de ça, on va donc définir ce que c'est que le séquençage du génome entier pour qu'on soit bien d'accord. Quand on parle de surveillance génomique, généralement, derrière, on voit la technologie de laboratoire qu'on appelle le séquençage du génome entier. Si on fait une surveillance génomique et qu'il n'y a pas de séquençage du génome entier, elle est limitée. C'est une surveillance moléculaire. Et donc, le séquençage du génome entier, c'est donc un processus de laboratoire utilisé pour déterminer presque tous les 3 milliards de nucléotides de l'ADN d'un individu de l'organisme, y compris les séquences non codantes. Donc, elle est utile pour permettre l'identification des fonctions des gènes et leur implication dans la maladie. Et donc, c'est très important de faire une surveillance génomique, surtout dans des endroits qui ont besoin de comprendre comment est-ce que le corps humain répond à un phénomène ou à un autre, ou qu'est-ce qui se passe pour que certaines personnes soient plus malades que d'autres. Donc, on utilise dans la surveillance génomique pour comprendre tous ces types de phénomènes. Pourquoi est-ce que c'est important de faire de la surveillance génomique? Eh bien, la surveillance dynamique est importante parce qu'elle permet en premier lieu de formuler des politiques sur les stratégies de gestion des problèmes de santé publique, telles que la résistance aux antimicrobiens, telles que les pandémies comme la COVID, comme on l'a si bien vu. Pour répondre à la COVID, il fallait qu'il y ait de la surveillance génomique derrière pour nous dire qui s'est contaminé, qui a quelle souche, qui a quel virus, et donc pour qu'on puisse savoir comment contenir la pandémie. Et en deuxième lieu, la surveillance de nous permet également de mieux diagnostiquer, soit de créer de meilleurs outils de diagnostic, soit d'aider à la prise en charge même des patients. Et donc, actuellement, l'OMS a prescrit qu'il fallait utiliser la surveillance génomique pour améliorer la prise en charge et le diagnostic des patients en milieu hospitalier. Et la surveillance génomique permet également de d'étudier les modèles de transmission et de prévention des pathogènes ou tout simplement des organismes. La surveillance génomique permet également de découvrir de nouveaux médicaments. Actuellement, il y a une difficulté à la création de nouveaux médicaments, d'antibiotiques en particulier, mais également d'autres médicaments tels que le diabète, l'hypertension. Pour créer des médicaments adaptés à la population cible, on fera une surveillance génomique de chaque individu d'une localité précise et on pourra créer des médicaments qui soient le plus proche possible du génome de ces êtres humains. Et ça nous permet d'avoir une meilleure efficacité à la fin du traitement qu'on aura produit, effectivement, une meilleure prise en charge et une longévité accentuée. Et en termes d'antimicrobial résistance ou en termes d'antibiorésistance, la surveillance génomique nous permet de prendre en charge de manière efficace les patients avec un traitement qui sera le plus proche de celui qui pourrait marcher que si on n'avait pas de surveillance génomique. Les autres utilités de la surveillance génomique, ce que beaucoup de personnes ne connaissent pas, c'est qu'on utilise également ça pour déterminer les mécanismes de résistance aux médicaments. Ça veut dire que quand un médicament ne fonctionne pas, on est obligé de faire la surveillance génomique pour comprendre les différentes raisons pour lesquelles le médicament ne fonctionnerait pas. Qu'est-ce qui l'empêche de fonctionner? Qu'est-ce qui pourrait le rendre plus effectif? Et donc, il faut faire ce travail de recherche derrière pour comprendre. Et ensuite, le développement des vaccins. Les vaccins qui ont été développés durant la pandémie Covid n'étaient possibles que parce que on avait le génome du SARS-CoV-2. Si ce génome n'existait pas, on n'aurait pas pu déterminer ou créer des vaccins typiquement adaptés à ce virus. Et donc, c'est comme ça que la surveillance génomique est utilisée dans tous les cas de maladies que vous entendez. Actuellement, c'est ce qui est utilisé partout pour prendre en charge, pour créer de nouveaux vaccins. Mais elle n'est pas parfaite, cette science. Elle est bien importante, mais elle n'est pas parfaite. Elle a quelques limites, notamment l'investissement initial et substantiel par la suite pour avoir une surveillance dynamique
courante dans un laboratoire. Il faut beaucoup d'argent, beaucoup de fonds et ça demande beaucoup d'investissement, même sur le long terme pour la maintenance des appareils et pour la formation des équipes techniques. Et ensuite, il y a un autre souci, c'est qu'il faut normaliser les méthodes. Les méthodes, il y en a des tonnes qui existent, c'est ce qu'on appelle open access. Chacun propose ses méthodes qui marcheraient dans son contexte, mais pas forcément dans le contexte de personne. Mais il faudrait une sorte d'organisme pour conscientiser, normaliser toutes les méthodes informatiques, les technologies de stockage, les protocoles d'assurance qualité, les protocoles de partage de données pour être sûr que lorsque j'utilise mes informations dans mon pays, au Cameroun, ce qui est utilisé ailleurs, si quelqu'un d'autre utilise les mêmes données, il aura le même résultat. Et actuellement, ce n'est pas toujours le cas à 100%. Mais il y a des améliorations qui ont été faites et c'est quand même important de savoir que ces manquements-là existent. Après, parfois, il y a des mécanismes de moléculaires qui sont incompris, notamment dans le cas de la résistance antimicrobienne. La surveillance de peut dire qu'il y a un mécanisme de résistance, mais de manière phénotypique, c'est-à-dire que si le patient ou bien sur les bactéries, on ne voit pas cette résistance-là. On n'arrive pas à comprendre ce que, ce que ça exprime de manière physique. Et c'est un problème aussi de la précision de la surveillance, même si c'est une étude très précise. Et parfois, dans le cas d'espèce du patient qui est résistante et qu'on ne verrait pas comment ça s'applique, eh ben, on ne sait pas trop comment interpréter ce résultat. Et enfin, elle ne pourrait pas totalement remplacer la surveillance phénotypique parce que dans les pays à revenus limités, c'est toujours la surveillance phénotypique qui prend le pas parce qu'elle est plus facile à faire et moins coûteuse pour le patient. Et elle ne fait pas la mécanisme de résistance, mais quand même de savoir si, phénotypiquement parlant, le patient pourrait prendre le médicament ou pas. Et pourquoi est-ce qu'il est important aujourd'hui que les scientifiques, qu'ils soient biologistes ou chercheurs, fassent une formation en bioinformatique? Tout simplement parce qu'il y a un gros gap actuellement en termes d'analyse des données du génome entier sur le continent africain. Il y a un gros gap, ça veut dire qu'il y a le besoin de séquencer les souches africaines, mais il n'y a pas de personnes pour les analyser. Et il faut que beaucoup plus de personnes puissent aller à la suite de la connaissance pour pouvoir sécuriser ce marché, pouvoir, pouvoir combler ce gap et donc permettre à toutes les structures sanitaires ou de recherche ou de santé publique d'avoir des personnels formés et capables d'interpréter les résultats en temps réel. Et donc, les formations que nous nous proposons peut-être de Africa cherchent à résoudre le problème de capacité de, de bioinformaticiens ou alors d'experts en génomique dans la région d'Afrique. Et, ou alors, au moins, à la limite, de vous sensibiliser, de vous donner l'appétit de continuer à vous former et à chercher davantage de connaissances qui pourront être indispensables dans le monde dans les années à venir. Et quel serait le profil de ceux qui devraient prendre des formations bioinformatiques? Eh bien, c'est tout le monde. Que vous soyez chercheurs, académiciens, professionnels de santé publique, professionnels en milieu hospitalier, décideurs, industriels. Tout le monde devrait avoir une sorte de notion de bioinformatique dans sa tête. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une science qui s'avère maintenant incontournable. Si un décideur, on parle de Wall Street séquencier qui comprend rien, ou de Sylvain Génie qui comprend rien, il aura du mal aussi à transmettre son message. Mais il faudrait qu'il sache au moins avoir une vision d'ensemble de ce que c'est et comment est-ce que ces équipes utilisent cette science pour pouvoir après négocier des partenariats à l'échelle internationale. Pareillement, un expert, un académicien qui ne sait pas ce que c'est la bioinformatique et quand les étudiants font la bioinformatique ou font de la génomique ne pourraient pas être à même de les aider de la meilleure des manières, ne pourraient pas être à même de comprendre si ce qu'ils ont fait soit optimal ou soit de qualité excellente ou pas. Donc c'est important que tout le monde sache qu'il faut y avoir des notions de bioinformatique, même si ce n'est pas la version appliquée, accentuée des data scientists, mais c'est une version assez sommaire qui permet d'avoir une vision globale de ce que c'est et comment ça fonctionne et tout. Et c'est vrai que maintenant, si vous voulez aller davantage dans le cadre de spécifications techniques, si vous voulez faire carrière en bioinformatique, vous pouvez vous orienter en drug design, c'est-à-dire création de médicaments, création de vaccins, création des outils de diagnostic, de la surveillance et épidémiologie, de la surveillance de transmission des problèmes de résistance et donc dans la prévention également. Vous pouvez utiliser la bioinformatique, que ce soit pour des bactéries, des virus, des champignons et des parasites et les pathogènes peuvent être enterrés, respirateurs et autres. Donc, l'aspect est tellement large, vaste. Et ça ne s'appelle pas uniquement la santé humaine. On a également la santé animale et environnementale. Donc, toutes ces trois aires permettent de faire la bioinformatique touche à plein de secteurs et chaque personne pourrait avoir une opportunité qui pourrait lui permettre d'exceller dans ce domaine-là.
Et qu'est-ce que vous pouvez attendre? Si vous faites de la bioinformatique, l'instructeur qui va vous donner cours va espérer que vous ayez différents niveaux de compétences déjà c'est connu. On sait que plusieurs personnes viennent avec plusieurs compétences différentes. Mais également, il faudrait donc, puisque vous avez des compétences différentes, vous les faire collaborer et vous impliquer dans la recherche active en suivant le parce que si vous ne collaborez pas, ou si vous contentez des informations que l'instructeur donnera, ces informations seront toujours limitées. Je m'explique. Toutes les cours de génie que vous allez voir sont toujours à peu près limités parce qu'on a peur de saturer l'apprenant. On se dit que l'apprenant, à la fin, devra continuer son apprentissage. Pourquoi? Parce que même tous ceux qui sont bien informaticiens actuellement continuent d'apprendre. Ils ne s'arrêtent pas. Donc, on va vous donner les informations de base. On va vous permettre d'avoir les orientations pour continuer l'apprentissage. Et on attend de vous que vous continuiez pour vous développer davantage. Et vous devez également, donc, dans votre cas, savoir que à la fin des informations que vous avez reçues, vous serez capable d'analyser au moins à minima vos données. Et après, vous aurez développé des compétences pour apprendre des autres et pour collaborer. Et donc, pour continuer à apprendre à faire des analyses plus poussées. Donc, c'est déjà une bonne base si vous pensez à faire carrière en bioinformatique. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à rejoindre la liste d'attente pour notre cours en devenir un leader en génie bactérienne et en résistance aux antibiotiques sans programmation. Donc, le cours sera mis sur notre plateforme scientifique en ligne et sur notre site web. Vous pourrez avoir accès à ce cours qui sera complètement gratuit. Mais il faudra vous mettre sur la liste d'attente pour que vous puissiez en bénéficier en priorité et aussi d'une consultation en privé avec moi et avec M. Amado Diallo. Merci. Bye bye.